Mondialisée, l'intifada pourrait être interdite en Australie et des arrestations ont déjà eu lieu au Royaume-Uni pour ce slogan. Récemment, un éditorial du Jerusalem Post a exhorté Mamdani à faire de même à New York. Il est compréhensible d'interdire un slogan militant évoquant le massacre de masse des Juifs. Cette expression est devenue un cri de ralliement pour des foules célébrant la violence politique et menaçant les communautés juives. Elle salit ceux qui la prononcent. Elle signale quelque chose de réel et de dangereux. En Amérique, la question d'interdire la parole se pose différemment du reste de l'Occident, et nous devons l'aborder aujourd'hui. La liberté d'expression, comme celle de croyance et de religion, est une liberté fondamentale américaine. Cela concerne l'identité fondamentale des Américains, en bien comme en mal. Il y a aussi une vérité plus difficile à admettre. L'une des raisons même pour lesquelles les voix les plus folles et conspirationnistes ont réussi à gagner du terrain dans le mouvement conservateur américain, c'est qu'elles profitent d'une vague immense de colère et de confusion. Après des années de tentatives excessives pour réprimer ou censurer la parole à travers la censure sociale, académique et professionnelle. Donc la question n'est pas simplement de savoir si interdire un slogan semble justifié après un massacre. Bien sûr que oui, mais il s'agit aussi de savoir si cela fonctionne, si cela se retourne contre nous, et si l'interdiction de la parole devient un substitut au travail plus difficile de vraiment protéger les communautés juives dans le monde réel. Alors, si la criminalisation n'est pas la solution aux États-Unis, quelle est la solution et qu'est-ce qui peut réellement protéger les Juifs sans sacrifier les libertés dont ils dépendent au final? Tout cela et bien plus encore aujourd'hui. Je suis Ilana Maisel-Diamant et voici la loi fondamentale. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, l'expert en droit civique, le professeur Greg Dolan, pour approfondir certaines réponses. Je l'appelle aussi ancien juge à la Cour suprême, même si c'était dans la nation insulaire de Palaos. Alors bienvenue, Greg, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Merci, ravi d'être ici. Merci. Pour être transparente, nous sommes de vieux amis. Je vais donc prendre un instant avant de commencer pour remercier celles et ceux qui m'ont corrigé la semaine dernière sur ma mauvaise prononciation de Bondi Beach. Je préfère lire pour m'informer plutôt qu'écouter des podcasts. Ironiquement, cela se traduit parfois par une mauvaise prononciation. Donc je le reconnais, je m'en excuse et j'essaierai d'éviter de futures bévues. Faux pas sur Internet. C'était une blague. D'accord. Donc Greg, je veux parler de la question de la liberté d'expression. J'aimerais en fait me concentrer sur mondialiser l'intifada comme exemple. Bien qu'il y ait maintenant une longue histoire autour de la question de savoir où le discours antisémite franchit une limite, certainement sur les campus, l'antisémitisme, l'antisionisme. Et puis, il y a eu une pression au sein, je dirais, de l'establishment juif depuis plusieurs années pour éventuellement légiférer une définition formelle de ce qu'est l'antisémitisme. Et ces sujets-là vont un peu au-delà de la portée de cet épisode en particulier. Je veux me concentrer, comme je l'ai dit, sur cette expression en particulier. Et il serait peut-être préférable de commencer par la question « quoi ?» Comment cette expression est-elle perçue actuellement selon le droit américain? Avant de commencer, vous aviez une mise en garde sur Bondi Beach. Je dois aussi faire ma propre mise en garde. Même si je suis très heureux d'être ici, je suis prêt à parler de n'importe quel sujet qui sera abordé. Mes opinions n'engagent aucun de mes employeurs, passés, présents ou futurs. Elles reflètent uniquement ma compréhension de la Constitution des États-Unis et des lois américaines. Donc, sur ce, permettez-moi d'entrer dans le vif du sujet de la question. L'expression « globaliser l'intifada », comme presque tout autre, n'a pas de perception particulière dans le droit américain. Je pense que vous avez raison en affirmant que la liberté d'expression est une valeur fondamentale du droit constitutionnel américain. Dans l'auto-identification américaine, nous sommes différents de l'Europe en ce sens. Nous avons un quasi-absolutisme de la liberté d'expression. Il y a quelques exceptions, par exemple, vous ne pouvez toujours pas parler de secrets militaires ni les divulguer. Vous ne pouvez toujours pas diffamer quelqu'un, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est un pédophile, quand ce n'est pas le cas. Vous pouvez être tenu responsable, pas pénalement, mais civilement pour cela. Vous ne pouvez pas voler la propriété intellectuelle protégée de quelqu'un. Hormis ces rares exceptions, les États-Unis sont quasiment absolutistes sur la liberté d'expression. Nous pouvons expliquer pourquoi, la valeur sous-jacente, ainsi que les coûts et avantages. Mais à cause de cela, il n'y a aucune perception particulière de l'intifada mondialisée ou de toute autre expression dans le droit américain. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais mentionner cela.
je pense. Un point de confusion courant, non seulement parmi les étrangers au droit américain, mais même parmi les citoyens américains, concerne la signification de notre liberté d'expression, qui elle protège et contre qui. En général, elle protège toute personne aux États-Unis. Il y a un certain débat pour savoir si elle s'applique ou non aux visiteurs temporaires, ce qui est actuellement devant les tribunaux, mais le point clé est qu'elle s'applique contre le gouvernement. Donc, cela veut dire que si je dis quelque chose, le gouvernement ne peut pas me punir pénalement si je travaille pour une agence gouvernementale. Je suis professeur à l'Université de Baltimore, une université publique, donc ils ne peuvent pas me renvoyer pour mes propos. Cela ne veut pas dire que des partis privés ne peuvent pas avoir une réaction, y compris une réaction avec des conséquences à cause de mes propos. Donc, par exemple, si je porte un T-shirt qui dit, peu importe ce qu'il dit, disons Intifada mondialisée, et je veux aller dans un restaurant et cela ne vous plaît pas. Vous pouvez essayer de m'interdire l'accès à ce restaurant privé, ou ne pas m'inviter à dîner, ou me licencier, ou révoquer mon adhésion à un club privé. Quand on en parle, il faut comprendre que seul le gouvernement est limité dans ses actions, pas les partis privés. Bien sûr, mais parlons un instant du moment où la parole franchit la limite. L'exemple classique, c'est qu'on ne peut pas crier au feu dans un théâtre bondé, n'est-ce pas? C'est un exemple classique, mais mal formulé. On ne peut pas crier au feu à tort dans un théâtre plein, non. Il faut crier au feu dans un théâtre plein s'il y a vraiment un incendie. Et je pense que c'est un point important qui est souvent omis parce que si, par exemple, même si vous criez à tort, mais que vous êtes de bonne foi, vous y avez cru car vous avez vu ou senti un feu. Donc, vous pensiez vraiment qu'il y en avait un alors que non. Vous essayez de faire sortir les gens et non pas de provoquer une bousculade. Et même si vous avez tort, vous pouvez être puni pour cela. Mais, je comprends, il y a certaines situations où la parole peut franchir une limite et devenir autre chose, mais rarement la parole seule. Donc, j'étais dans une émission en train de réfléchir à certaines de ces questions ces derniers jours. Et donc, voici un exemple qui revient souvent. De manière générale, en Amérique, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vraiment descendre dans la rue, défiler et dire « Devinez les Juifs » avec, vous savez, des pancartes, des slogans et tout ça. C'est dégoûtant, c'est terrible, mais c'est une parole protégée. Imaginez par exemple que vous êtes à une table ronde chez IBM, d'accord? Vous êtes assis avec des ingénieurs américains discutant de la fabrication d'une nouvelle puce informatique et quelqu'un, ou votre patron, ou votre collègue, n'arrête pas de vous interrompre en disant « Devine les Juifs ?» Même sans considérer qu'IBM est une entité privée pouvant vous licencier simplement parce qu'ils n'aiment pas vos propos, ces derniers sont censés servir à autre chose. C'est destiné à vous faire taire, à vous rendre non productif. C'est essentiellement fait pour que vous ne puissiez pas faire votre travail. Cela peut franchir la limite et devenir du harcèlement, n'est-ce pas? Donc encore une fois, vous pouvez utiliser cela. Vous pouvez regarder une situation où ce n'est pas politique, par exemple. Vous ne pouvez pas, vous êtes une personne terrible si vous le faites. Mais vous pouvez descendre la rue et siffler des femmes que vous trouvez attirantes, et vous savez, personne ne peut vraiment vous en empêcher légalement. Mais si vous commencez à le faire au travail et que cela rend impossible à vos collègues féminines de faire leur travail, parce que vous commencez à les objectiver et à rendre en fait difficile pour elles de participer au même niveau dans l'emploi ou à l'université ou des choses comme ça, alors là, ça peut devenir autre chose. Je vais vous donner un autre exemple tiré de l'époque où j'étais assistant juridique ou que je travaillais pour un juge au début de ma carrière. Nous avons eu une affaire où l'allégation était qu'une famille noire est entrée dans un restaurant et la première chose qu'ils ont entendue, c'est « Nous ne servons pas les noirs ici ». Sauf qu'un autre mot a été utilisé, une insulte raciale classique, et ils ont intenté un procès. Martin penserait « Si c'est la liberté d'expression, je peux tout dire, même contre les noirs ». Et encore une fois, la réponse est oui. Vous pouvez défiler dans la rue et dire que les Noirs ne devraient pas, vous savez, manger dans des restaurants ou voter ou quoi que ce soit d'autre ou retourner en Afrique. Mais, comme nous l'avons écrit dans cet avis, dès que vous prononcez cette phrase dans un établissement public, cela revient essentiellement à refuser un service équitable aux membres de la communauté noire, ce qui est interdit par nos lois sur les droits civiques. Encore une fois, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pas refuser un service. Dans un restaurant ou un hôtel, vous pouvez harceler les gens pour les empêcher de travailler. Essentiellement, vous pouvez rendre impossible la participation des gens à la vie civique.
que ce soit au travail ou ailleurs. Donc, vous ne pouvez pas empêcher les gens de voter ou des choses comme ça. Je pense que la base de cet article, et je ne veux pas critiquer durement le Jérusalem Post, une grande institution, mais la prémisse de cet article était globalisé. L'intifada, slogan terroriste, représente un danger pour la communauté juive. Et donc, la chose appropriée à faire est de la condamner, éventuellement aussi par une action gouvernementale. Et encore une fois, ma question pour vous, juste pour revenir à cet exemple précis, serait la suivante. Donc, vous avez des manifestations qui semblent dangereuses et effrayantes dans les rues, vous en avez près des institutions religieuses, vous en avez sur les campus, où je sais que la régulation de la parole est un peu différente de ce qu'elle est nécessairement au milieu d'une rue de la ville. À quel moment peut-on commencer, sous le régime juridique américain actuel, à limiter l'expression de ce slogan ou d'autres? Ceci reste un appel à la violence, même si ce n'est pas à une violence imminente. Donc, si c'est une question de culture, de violence en général, vous ne pouvez pas la limiter. Il y a donc un cas classique à ce sujet. Il serait difficile de trouver quelque chose de plus bouleversant ou de plus terrifiant pour les Juifs que de vrais nazis, n'est-ce pas? Pas juste quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'on appelle nazi, mais de vrais nazis. Et il y a une affaire dont tu te souviens sûrement de tes années à la fac de droit, qui s'appelle le Parti national-socialiste contre le village de Skokie. J'ai grandi à Skokie, en face de cette synagogue où une contre-manifestation a eu lieu. Donc, l'histoire de base, c'est que le Parti national-socialiste d'Amérique voulait défiler en uniforme complet dans le village de Skokie, dans l'Illinois. Et Viljus-Skokie n'a pas été choisi au hasard. À l'époque, Viljov-Skokie comptait environ 60% de Juifs, dont 40% étaient des survivants de l'Holocauste. Voilà de quoi il s'agit. Dans les années 1970, pas très loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et Viljov-Skokie a tout fait pour interdire cette marge. Ils ont inventé toutes sortes de manœuvres illégales pour y parvenir. La Cour suprême des États-Unis a jugé que les nazis ont le même droit à la liberté d'expression que les autres. Nous comprenons que ce sont des personnes horribles, nous comprenons que cela bouleverse la communauté juive, mais c'est ça l'Amérique, n'est-ce pas? T'as raison, ça peut marcher sur les campus. C'est un peu différent, évidemment, il y a des campus privés et ils peuvent fixer les règles qu'ils veulent, mais sur les campus publics, ça peut fonctionner un peu différemment. Pas parce que la parole est traitée différemment, mais parce que si le discours a lieu. Par exemple, si quelqu'un fait irruption dans votre salle de classe, il y a eu un incident, je crois, à Columbia, où quelqu'un est entré dans une salle de classe et a interrompu le cours, étant donné la possibilité de mondialisation antifa ou similaire. Cela peut potentiellement devenir du harcèlement. Quand c'est Chan. En plus, bloquer l'accès des étudiants juifs ou d'autres étudiants au bâtiment. Quand c'est, vous savez, quand. Un autre exemple de Cérisium provient de l'histoire juive. De Dix 9, je pense, 91, je crois. Les émeutes de Crown Heights à New York, quand il y a eu des émeutes contre les Juifs à Brooklyn. Et il y avait une personne qui aurait été, je crois, finalement condamnée pour avoir désigné un homme juif qui a ensuite été tué, en disant « Le voilà, attrapez le juif ». La violence ciblée contre une personne précise peut être criminalisée. Mais, pour des slogans généraux, encore une fois, même si, vous savez, je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'en général, il s'agit d'un appel au terrorisme. Je pense que cela relève principalement du même cas que Juifs dehors, aussi un appel à l'anéantissement de notre peuple, mais qui reste en théorie protégé par la Constitution. Nous allons examiner les arguments pour et contre l'interdiction de certains discours. Et je voudrais aussi peut-être évoquer quelques exemples d'endroits où il existe, vous savez, des interdictions de discours sur des sujets comme la négation de la Shoah. Je ne suis pas certain que là où cela existe, la culture soit moins antisémite. Mais l'un des points essentiels qui me dérange dans l'appel à une interdiction de parole, je dirais même deux d'entre eux, que j'ai mentionnés plus tôt dans l'émission. Donc, premièrement, je pense que c'est une réaction instinctive qui cherche à pénaliser un symptôme plutôt qu'à traiter la maladie. Finalement, vous concentrez beaucoup d'efforts sur quelque chose qui, pour l'État, ne passerait sans doute pas le test constitutionnel. Mais vous concentrez beaucoup d'efforts sur quelque chose qui, en réalité, ne traite pas le problème qui met en danger la vie juive. Et en même temps, surtout aux États-Unis. S'il y avait des gens qui prenaient vraiment cette idée à cœur et la mettaient en pratique, ils alimenteraient. Je pense que, dans une perception plus large, certainement au sein de vastes pans du public américain, cela serait perçu comme une tentative de police de la pensée, vraiment.
Et cela renvoie aussi à cette idée d'une importance fondamentale que cette liberté revêt dans la vie américaine. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ces deux points de vue, si vous avez quelque chose à ajouter, ou peut-être si vous avez un argument à présenter. Oui, je suis fondamentalement d'accord avec eux deux. La liberté d'expression est, selon moi, la condition essentielle à toute autre liberté. Parce que aussi la liberté, vous savez, la liberté selon le premier amendement qui protège aussi la liberté de religion, la liberté de culte. D'une certaine façon, bien qu'énumérée séparément dans le premier amendement, elle reste très similaire. Ce que nous croyons que Dieu nous a ordonné de faire ou de ne pas faire, vous savez, certaines personnes croient que Dieu leur a ordonné d'aller et de faire du prosélytisme auprès des autres. Eh bien, vous savez, si cela fait qu'une communauté se sent indésirable ou menacée, vous savez, pourquoi ne pouvons-nous pas interdire ou réglementer ce discours? Pour revenir à votre point, c'est une question de liberté fondamentale? Ma réponse ou une nuance, c'est que cela ne s'arrête jamais à «Oh, d'accord». Voilà. Ce n'est jamais juste une menace terroriste spécifique à un moment précis. Quand c'est particulièrement dangereux pour une communauté en particulier, ça ne s'arrête jamais là, ça prend toujours de l'ampleur. Et je pense que ce que tu as dit plus tôt dans ton monologue d'ouverture à ce sujet, c'est que beaucoup du succès des théories du complot en est le résultat. C'est précisément le résultat de l'annulation. C'est exactement ça. C'est tout à fait vrai qu'on a annulé. On a essayé d'annuler tellement de choses et la limite ne cessait de reculer. Je veux dire, je sais que les gens s'en souviennent, mais il y avait un gars, juste un type au hasard, qui a été licencié de son travail parce qu'il conduisait son camion avec la main qui pendait par la fenêtre. Et pendant que sa main pendait dehors, elle était recroquevillée, un peu comme ça, avec son index et son pouce qui se touchaient. Pour les auditeurs, c'est comme le signe OK. Comme le signe OK. Mais quelqu'un a pris une photo de lui et il conduisait le camion de son entreprise, donc il a été facile de le retrouver. Et il a dit qu'il faisait un signe de suprématie blanche. Et la raison pour laquelle c'est un signe de suprématie blanche, c'est que si vous regardez votre main quand vous faites le signe OK, le pouce et l'index forment un O, et ensuite le majeur forme, comme en quelque sorte la tige du P, et puis le majeur, l'auriculaire et l'annulaire forment un W. Et donc quelqu'un a inventé que ceci est un signe de suprématie blanche. C'est parti comme une blague sur Internet, et puis, vous savez, ils ont contacté l'employeur et il a été licencié. Malgré le fait qu'il n'était même pas blanc, c'était un gars hispanique et son nom est apparu dans le Los Angeles Times. C'était une chose terrible, vraiment terrible, qui est arrivée à cette personne et c'est devenu. À cause de la régulation de la parole, on doit tout surveiller, car ça ne s'arrêtera jamais à un seul point. Et pour répondre à ton premier point, que cela ne traite pas le problème à la racine, je dirais même que ça l'aggrave peut-être. Parce que si on commence à interdire ce discours, il y aura toujours quelqu'un pour dire « Ah, tu vois, on interdit ce discours. » Les Juifs, parce qu'ils sont tellement puissants et qu'ils contrôlent tout, ils essaient de supprimer le débat et il semblerait que cela arriverait même si ce n'était pas les Juifs. Si les Arméniens créaient une expression à interdire, ce serait pareil. Ce sont des cabales secrètes qui font cela ensemble, et ils n'autorisent même pas le véritable Américain honnête et pur sang à discuter et à regarder la véritable histoire, et c'est toujours contre-productif. Donc, cela m'amène à la question suivante. Il en reste beaucoup. Est-ce que les interdictions de parole fonctionnent vraiment là où elles existent? Mais je veux commencer par quelque chose qui, j'en suis sûre, tient à cœur à beaucoup de personnes qui nous écoutent, et c'est très bien. Nous avons donc passé beaucoup de temps à expliquer qu'il est peu probable que ce type de discours soit interdit. Nous pensons toutes les deux que ce n'est sans doute pas une bonne idée d'aller dans cette direction. Mais qu'est-ce qui marche vraiment? Cela peut aussi détourner l'attention de ce qui protège réellement aujourd'hui. Quelles sont ces choses? Il y a évidemment des moyens non juridiques, n'est-ce pas? Comme tu parlais d'action privée, des personnes qui choisissent d'imposer une forme de censure à ceux utilisant ces expressions, et plus largement qui participent à une culture violente, antisémite ou anti-américaine. Mais quels sont les éléments existants dans la loi américaine sur lesquels il faudrait concentrer nos efforts? Y a-t-il des lois qui ne sont pas correctement utilisées? Est-ce que les lois ne sont pas correctement appliquées? Y a-t-il des choses qui se passent? Disons au niveau de l'examen des visas, qui se sont révélés utiles, ou peut-être qu'en concentrant plus d'efforts à cet endroit, cela serait à nouveau bénéfique. Oui, l'examen des visas était justement ce que je voulais mentionner. Sur le plan juridique, le premier amendement protège les droits des personnes présentes dans le pays. Encore une fois, je mettrai un astérisque pour les personnes qui sont présentes soit avec un visa temporaire, soit sans visa du tout.
présentes ici illégalement car des poursuites sont en cours. Mais même en supposant que cela les protège, juste pour l'argumentation, il n'y a aucune raison pour laquelle nous devrions faire venir plus de personnes qui ne sont pas alignées avec les idéaux américains généraux. Donc il n'y a aucune raison. Personne n'a droit à un visa américain, personne n'a droit à un voyage sans visa, donc il n'y a aucune raison pour que les États-Unis accordent ou non un visa. Examinez en profondeur les personnes qui vous savez qui font ces slogans, donc par exemple quelqu'un comme Greta Thunberg, n'est-ce pas? Étant donné sa situation actuelle, je crois que je l'ai vu hier se faire arrêter pour avoir soutenu une action pro-Palestine à Londres. Il n'y a aucune raison pour qu'elle continue à venir aux États-Unis si le gouvernement juge que ces visites ne sont pas dans l'intérêt national. Et je pense qu'on peut avancer un bon argument pour dire que ce n'est pas le cas. J'ai la chance de pouvoir prendre ces décisions, mais néanmoins, c'est plutôt au niveau gouvernemental. Ce niveau gouvernemental peut aussi réfléchir au type d'activité qu'il souhaite soutenir, donc au type de subvention qu'il veut accorder, et à quelles universités, par exemple, on peut lier les subventions aux universités. Assumer sérieusement leur responsabilité d'enquêter sur les vrais incidents antisémites, pas seulement les paroles. Encore une fois, vous voyez ce qui s'est passé à Columbia et sur d'autres campus. Le gouvernement peut donc être ferme en exigeant que les universités s'occupent d'abord de ces questions. Et s'ils ne le font pas, alors il devrait y avoir des conséquences à cela. Mais aussi, je pense qu'il y a un moyen de faire respecter des règles écrites de comportement en dehors de la parole, donc on peut le faire à nouveau sur un campus universitaire. Laissons de côté la distinction entre privé et public. Mais tu peux porter le t-shirt que tu veux, tu peux, scander ce que tu veux scander, tu peux rejoindre le groupe que tu veux rejoindre. Mais une fois que tu commences à faire des graffitis sur la maison Chabad ou Hillel, une fois que tu commences à empêcher des étudiants d'accéder au campus, que ces étudiants soient juifs, noirs, blancs ou peu importe. Donc, une fois que tes paroles se transforment en actes, je pense qu'il devrait y avoir des conséquences à cela. Il me semble que l'un des problèmes de ces manifestants, en mettant de côté le fait qu'ils sont, selon moi, terriblement mal informés, c'est qu'ils veulent manifester sans aucune conséquence. La désobéissance civile consiste à dire cette loi ou situation est si injuste que j'accepte d'en subir les conséquences, comme la prison, l'expulsion de l'université ou la perte d'emploi, pour protester et attirer l'attention sur ce problème. Le problème, c'est qu'ils veulent tout faire sans conséquences ou seulement des conséquences positives, obtenir plus de bourses et ainsi de suite. Donc, je pense que ce qui peut être fait, c'est d'appliquer les règles de manière neutre aux personnes qui perturbent les milieux éducatifs ou professionnels. Je pense qu'il y a, si je ne me trompe pas, il y a une affaire en cours de jugement en ce moment qui met cette théorie à l'épreuve. Ce discours sur le campus, ainsi que la distribution de brochures, et ainsi de suite. Je pense que j'en ai parlé avec Marc Goldfeder dans un épisode précédent. Cela pourrait être considéré comme une incitation au terrorisme. Je ne connais pas cette affaire. Mon instinct me dit que si c'est simplement un paiement pour la diffusion, cela pourrait très bien être considéré comme une incitation au terrorisme, non? Mais la question est de savoir si cela suffit pour rentrer dans l'une des exceptions prévues par la loi. Et encore une fois, je pense que si ce n'est que des paroles, et encore une fois, je ne connais pas le dossier, c'est un pacte dangereux à emprunter, surtout pour ceux d'entre nous qui sont sionistes. Parce que imaginez une autre administration, que ce soit l'administration du campus, de l'État, fédéral, municipal ou autre. Quelqu'un pourrait dire, d'accord, eh bien quelqu'un qui distribue des tracts et dit quelque chose de positif sur Tsahal soutient vraiment le terrorisme d'État, non? Et si vous obtenez que les bonnes personnes soient d'accord avec cette proposition générale, que Tsahal est elle-même un groupe terroriste, il y aura des conséquences à cela. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Mais le fait est qu'il devient très facile de manipuler les interdictions de parole, parce que vous pouvez dire, d'accord, eh bien, je n'aime pas le groupe X en ce moment. Si vous souteniez le Hamas, ce groupe est déjà qualifié de terroriste, etc. La logique reste valable, et je pense que c'est là le problème quand il s'agit de paroles. Qu'en est-il de l'enquête sur les groupes qui parrainent ces manifestations frôlant la violence devant des institutions religieuses ou sur les campus, les groupes d'étudiants? Donc c'est différent, n'est-ce pas? Parce que là, la parole franchit la limite vers l'action.
Donc, une fois que vous commencez, une fois que leur flux financier est, bien que généralement, encore une fois, le simple fait de payer pour un discours ou de financer l'impression d'affiches soit généralement considéré comme une forme d'expression en soi, la Cour suprême a été assez claire à ce sujet. Mais quand vous soutenez des groupes qualifiés de terroristes, quand l'argent circule vers et depuis des groupes comme le Hamas, ou je ne sais pas si les frères musulmans sont officiellement désignés comme groupe terroriste, mais disons qu'ils le sont, je ne sais pas s'ils le sont, mais alors c'est différent. Parce que maintenant, vous offrez un soutien financier à ces groupes, que ce soit en leur donnant de l'argent ou en acceptant de l'argent de leur part, et en leur permettant de le canaliser où ils le souhaitent. Et donc, je pense que ces actions sont différentes, non seulement en degré, mais aussi en nature, et donc elles peuvent être poursuivies et traitées autrement. Encore une fois, la parole est juste, mais c'est un peu différent. Alors parlons un peu du débat général sur la liberté d'expression et de l'efficacité des interdictions de parole. J'ai un peu dressé une liste de ce que je pensais être généralement les arguments du côté favorable et des personnes de l'autre côté qui prônent une approche plus restrictive. Donc, vous savez, les défenseurs de la liberté d'expression, ou ceux qui sont plus absolutistes sur la liberté d'expression, disent généralement cela. Évidemment, c'est une liberté humaine fondamentale d'avoir la capacité de s'exprimer soi-même. Vous ne voulez pas que les mauvais discours soient cachés et que cette culture se développe et s'envenime hors de vue. Plutôt que d'être quelque chose avec lequel vous pouvez interagir et minimiser, vous invitez, comme vous l'avez mentionné plus tôt dans l'émission, des excès du gouvernement de toutes sortes. Et, en général, il faut de bons discours pour combattre les mauvais discours. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous éliminez les bons discours du débat public. Pour ceux qui préfèrent une approche plus stricte, j'espère leur rendre justice. Je pense que, généralement, cela se résume à cela. Il y a certaines choses qui devraient être en dehors des limites du discours normatif, et pour les maintenir à l'écart, il faut une intervention gouvernementale. Cela devrait peut-être ne concerner que les cas extrêmes, mais la définition d'extrême évolue. Ai-je oublié quelque chose? Je veux dire, comme je ne me situe pas de l'autre côté, du côté plutôt favorable aux restrictions, je veux aussi leur rendre justice. Donc, je ne sais pas si tu as oublié quelque chose. Mais laisse-moi juste te dire que je suis d'accord avec le principe du point A ou la prémisse. Je pense qu'ils ont raison qu'il y a des choses qui devraient être en dehors du discours normal. Je pense qu'une personne qui porte, par exemple, une croix gammée ou qui se promène en tenue du Ku Klux Klan, ou une personne qui dit, vous savez, eh bien, nous aurions dû terminer le génocide arménien quand nous en avions l'occasion, ou toute autre chose de ce genre. Tout cela sort du discours habituel, non? Ce ne sont pas des choses acceptables dans une société normale. Mais je pense que là où nous divergeons, c'est sur ce que j'entends par acceptable et ce que ces personnes entendent par acceptable. Je veux dire que quand j'entends quelqu'un dire que je ne peux pas interagir avec ces personnes, qu'elles ne sont ni mes amis ni mes collègues, cela me dérange. Si je faisais partie d'un comité de recrutement à mon université, je ne voudrais pas les embaucher, non? Je ne voudrais pas voter pour eux et tu as raison, je ne veux pas les écraser. Je veux savoir qui ils sont pour ne pas avoir à les embaucher, à voter pour eux ou à être leur ami. Et je pense que les personnes qui sont pour l'interdiction de la parole, quand elles disent que ce n'est pas acceptable, elles veulent dire qu'il devrait y avoir des conséquences juridiques pour cela. Je pense que c'est là que nos chemins se séparent. Je pense qu'on est d'accord sur la prémisse, mais on ne sera pas d'accord sur la solution. N'est-ce pas? D'accord. Alors espérons évidemment que les personnes qui sont d'accord avec une approche plus restrictive, si elles jugent notre action injuste, elles peuvent commenter et compléter ce que nous aurions omis. Mais voyons où les interdictions de parole sont mises en place. D'accord? Et je vais prendre juste quelques exemples. Donc le Royaume-Uni a ce que les Américains considèrent comme un régime de parole assez restrictif. Ils ont une législation contre les discours de haine là-bas. Le Canada. De nombreux pays, dont Israël, ont des lois contre la négation de l'Holocauste. En Allemagne, en Pologne, en Autriche et sans doute en France. Ensuite, la question pour moi, c'est d'accord. Eh bien, ce sont des endroits où, si l'antifada mondialisé ne relève pas déjà d'une législation existante. S'ils voulaient l'interdire, ce ne serait pas forcément quelque chose de nouveau pour eux, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont déjà des lois qui essaient de réguler la haine dans la société. Maintenant, la question est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas convaincue que ce soit le cas. Je ne pense pas qu'il y ait une incidence plus faible de l'antisémitisme dans beaucoup de ces endroits. Bien avant.
Donc je suis d'accord à la fois avec la question et la réponse. Mais avant d'y aller, laissez-moi juste en souligner un. Je ne pense pas que ce soit un point si mineur. Regardons la France un instant. Ils ont effectivement des lois sur la liberté d'expression assez restrictives, et peut-être que certaines personnes les saluent, et vous savez, ils peuvent peut-être en montrer quelques effets positifs. N'oublions pas non plus que, sous la même rubrique et avec la même capacité à contrôler la parole, la France a également interdit les symboles religieux visibles dans l'espace public. Par exemple, pour enseigner dans une école publique française, il est interdit de porter une kippa, symbole religieux visible. En résumé, un juif religieux doit choisir. Souhaitez-vous travailler dans la fonction publique, qui représente environ 40% des emplois en France, ou respecter vos obligations religieuses? Ne ciblons pas uniquement les juifs. Les sikhs et les chrétiens ne peuvent pas non plus porter de symboles visibles. Ce n'était donc pas une loi antisémite. Mais pensez aux conséquences de donner au gouvernement le pouvoir de réguler la parole. Mais en mettant cela de côté, je pense que tu as raison. Je ne pense pas que ça fonctionne. Les gens citent souvent l'Allemagne en disant, regardez, après 1945, il y a eu la dénazification et, vous savez, une politique très ferme contre toute forme de résurgence nazie. L'Allemagne est un exemple réussi de restriction de la liberté d'expression et je pense que c'est probablement vrai dans la mesure où l'Allemagne est l'exemple le plus réussi. Cela ne signifie pas qu'ils ont réussi, mais que l'Allemagne est sans doute la plus performante. Mais je pense que cela est moins dû en partie à la restriction de la liberté d'expression et davantage en partie au fait que, du moins pendant un certain temps, l'Allemagne a été gouvernée sous la loi militaire américaine après la reddition. Techniquement, l'armée américaine n'a pas renoncé à son pouvoir suprême sur l'Allemagne avant 1990. Je pense que oui. Quand l'Allemagne s'est réunifiée et que les Soviétiques, Britanniques, Américains et Français ont cessé leur contrôle allié sur elle. Il y avait donc une circonstance très particulière où certains discours étaient simplement supprimés. Maintenant, il y a des lois contre la négation de l'Holocauste et tout ce genre de choses. Mais même si vous regardez l'Allemagne, qui, encore une fois, je pense est l'exemple le plus réussi, je ne pense pas que vous allez trouver ce succès sans réserve. Les négations de l'Holocauste augmentent et l'antisémitisme progresse en Allemagne. Les partis, vous savez, dont la relation avec Israël est au moins discutable, comme l'AfD, je pense qu'il y a différents liens. Pour certains, Israël est vu comme un bastion occidental à protéger. Mais certains d'entre eux, vous savez, viennent d'un passé néo-nazi recyclé ou réinterprété. Et en ce moment, l'AfD est en tête des sondages en Allemagne, devant les sociaux-démocrates et devant l'Union chrétienne sociale ou l'Union chrétienne démocrate. Je pense que c'est pareil au Royaume-Uni, non? Vous pouvez interdire tous les discours, mais des milliers de personnes défilent, brandissent des drapeaux palestiniens et propagent une intifada mondiale. Et donc, je ne pense pas que cela fonctionne, sauf en cédant plus de pouvoir au gouvernement. Et en fait, cela provoque une réaction en retour. C'est un peu comme si vous pensiez à un ressort, vous mettez un précédent, un autre précédent, encore un autre. Donc, vous commencez par interdire une expression, puis une deuxième, et ainsi de suite. Cela pourrait finalement exploser avec de graves conséquences. Je suis plutôt d'accord. J'avais vu un sondage en faisant des recherches pour l'émission. Des sondages Cable News Network en 2018, non? Donc cela précède largement ce qui se passe aujourd'hui, cette énorme montée de l'antisémitisme et de l'anti-israélisme. Cable News Network a interrogé 7000 personnes à travers l'Europe. Plus de 1000 personnes ont été interrogées en Autriche, Allemagne, France, Pologne, Hongrie, Grande-Bretagne et Suède. Ce qu'ils ont découvert, en gros, c'est que la jeune génération, comme en France, 20% des personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans n'avaient jamais entendu parler de l'Holocauste. 12% des millénials en Autriche, je crois, n'avaient jamais entendu parler de l'Holocauste. L'Amérique n'a pas eu de meilleurs résultats dans d'autres sondages similaires. Et cela concerne des endroits où la liberté d'expression est limitée. Un tiers affirme que les Juifs utilisent l'Holocauste pour leurs propres objectifs. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu'Israël utilise l'Holocauste pour justifier ses actions. Un tiers affirme que les soutiens d'Israël accusent d'antisémitisme pour réduire au silence les critiques d'Israël. Et plus d'un quart ont déclaré que la plupart des actes d'antisémitisme qui se produisent sont une réaction aux actions d'Israël.
Ça m'a vraiment interpellée quand j'ai vu ça. Il était clair pour moi que les lois en vigueur dans beaucoup des endroits étudiés par Cable News Network n'avaient pas vraiment d'impact sur la culture sous-jacente, qui pourrait potentiellement être menaçante ou dangereuse pour les Juifs. Oui, je suis d'accord et je pense qu'il existe de bons articles sur le sujet. Un ami que nous avons en commun. David Bernstein, professeur de droit à la faculté de droit Scalia, a beaucoup écrit sur cette idée. Que vous savez, l'éducation sur l'Holocauste, ce n'est pas que ce soit sans importance. Mais il n'est pas évident que cela change réellement les attitudes des gens. Parfois, par exemple, lors de débats sur la nécessité d'en faire plus, etc. Ça me rappelle un épisode de South Park d'il y a environ 10 ans que ceux qui connaissent reconnaîtront. Il y a un personnage nommé Eric Cartman, souvent vu comme la pire personne sur Terre, et la classe est emmenée dans un musée de l'intolérance. Et donc, il traverse ce couloir où des insultes sont criées pour montrer aux gens à quel point cela peut être blessant. Dans un environnement où l'on vous crie dessus avec des propos anti-noirs, anti-hispaniques ou antisémites. Et tout le monde sort de ce couloir un peu horrifié. Eric Carpenter dit « C'est le meilleur tour de manège de ma vie, je veux y retourner ». Dans la série, Eric Carmen est une minorité. On le voit comme quelqu'un de terrible, mais je pense que c'est pareil dans la vraie vie. Il y a certaines personnes qui, vous savez, je ne dirais pas qu'elles sont nécessairement immunisées contre l'éducation, mais il s'agit de leur montrer. Les horreurs de la Shoah ne font que renforcer leur point de vue, vous savez, en se disant « Eh bien, peut-être que les Juifs ont fait quelque chose, ils sont comme vous, ça ne peut pas être venu de nulle part. » Ou, d'ailleurs, essayer d'interdire trop fermement les questions elles-mêmes n'aboutit pas forcément à l'effet souhaité. Exactement, n'est-ce pas? Et écoutez, si on parle de la liberté d'expression en général, je pense que c'est une conversation plus longue. Mais l'antisémitisme, c'est... Je vais être pessimiste, ça ne disparaîtra jamais. Cette haine remonte à des milliers d'années et elle est toujours justifiée par autre chose. Par exemple, les Juifs n'ont aucun pouvoir, donc Dieu les punit et il faudrait suivre son plan. Ou alors les Juifs ont trop de pouvoir, ou bien les Juifs sont apatrides, et donc pourquoi devraient-ils être apatrides? Pourquoi vivent-ils ici en Pologne ou en Iran, ou ailleurs, n'est-ce pas? Et maintenant, tous les Juifs ont un État, pourquoi ont-ils un État? Ça change toujours de forme et je ne pense pas qu'on pourra l'éradiquer. Je pense que nous devons mener une bataille des cœurs et des esprits, sachant que nous ne changerons pas une partie de cela. Il y aura toujours une réaction. Peut-être que tout cela est arrivé à cause de quelque chose, mais maintenant on dit que c'est complotiste. Comme quoi Hitler ne détestait pas vraiment les Juifs, il détestait les bolcheviks et les Juifs contrôlaient la banque. Et si, vous savez, si l'Angleterre n'avait pas commencé à bombarder l'Allemagne, peut-être qu'il aurait juste été, vous savez, il se serait contenté de ça. Juste minimiser le pouvoir juif, c'est totalement absurde et insensé. Mais donc, nous devrions aborder cela et en quelque sorte avec des faits et des documents de cette époque. Sachant que certains trouveront toujours de nouvelles raisons ou façons de haïr les Juifs et de justifier leur haine. J'allais dire, si jamais je voulais te faire chanter, je retournerais simplement à l'émission. Et je découperais simplement chaque exemple que tu as donné d'une chose horrible et je les assemblerais. N'est-ce pas? S'il te plaît, ne le fais pas. Si je dois comparaître devant le Sénat américain, Je ne promets rien, Grégory. Ça peut être un bon moyen de pression. J'ai une dernière question. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps, alors merci. Voici la question, et je veux souligner que toute cette émission, tu sais, qui s'est penchée sur l'importance fondamentale de la liberté d'expression et ce que cela implique réellement. Un avertissement de ne pas utiliser cette tactique particulière pour mener un combat juste pour l'autodéfense de la communauté juive aux États-Unis au minimum. Je ne veux pas qu'on en vienne à dire qu'il ne faut pas utiliser la parole. Laissez-les dire tout ce qu'ils veulent dire, et tu sais, advienne que pourra. Y a-t-il des mesures selon toi? Y a-t-il des mesures juridiques qui devraient être avancées, qui ne l'ont pas encore été, qui offriraient une protection? Que ce soit ou non dans le domaine de la parole. je suis d'accord qu'on ne devrait pas simplement dire laissons tout le monde parler et advienne que pourra. Je suis d'accord, laissons tout le monde parler. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire advienne que pourra, c'est ça. Je pense qu'on devrait interpeller les gens qui disent ça comme, je crois qu'on l'a tous les deux déjà mentionné, je ne veux pas que ce discours devienne clandestin. Je veux savoir qui sont ces personnes, connaître leur nom et pouvoir dire cette personne a dit cela, n'est-ce pas? Il y a quelques jours à peine, sous l'administration Mamdani,
Une personne, vous savez, on a ressorti ses anciennes déclarations antisémites. Il l'a engagé non comme chef de cabinet, mais responsable du recrutement ou un autre poste administratif. Et les gens ont retrouvé son discours et elle a dû démissionner à cause de la pression publique. C'est ce que je veux, n'est-ce pas? Je veux que la pression publique soit exercée. Je veux que les gens subissent des conséquences lors des élections. Je veux que les gens subissent des conséquences dans leur carrière professionnelle. Pas forcément parce qu'ils se font licencier, mais parce que, vous savez, les gens ne les invitent pas à participer à des tables rondes et les gens n'interagissent pas avec leurs articles, etc. Sur le plan juridique, nous en avons déjà parlé. Les États-Unis devraient être plus stricts sur l'entrée sur leur territoire. Je pense qu'on peut être plus strict une fois sur place. Par exemple, que faut-il pour devenir citoyen américain? Donc, il y a seulement quelques mois, ce n'était pas du tout lié à cela. J'étais juste en train de lire ça. Je ne sais même pas pourquoi. Mais j'ai vu cette disposition dans la loi américaine. Elle n'a probablement pas été appliquée depuis un certain temps. Mais en gros, pour devenir citoyen américain, il faut prêter serment, que vous allez défendre la Constitution des États-Unis, que vous le faites librement, que vous êtes engagé envers le mode de vie américain et le mode de vie politique, donc le gouvernement, etc. Et je crois qu'il y avait cette disposition que si, dans les 2 ans, je pense 2 ans à peu près, vous deviez rejoindre un parti communiste ou fasciste ou un autre parti. Alors, la présomption, c'est que ce n'est pas que vous y avez réfléchi profondément et décidé, genre, d'accord, eh bien, le communisme est la voie à suivre. On suppose que vous avez menti lors du serment et n'étiez pas vraiment engagé, n'est-ce pas? Et donc, c'est dans les 2 ans parce que l'idée, c'est que ça arrive tellement vite, c'est comme si vous ne pouviez pas avoir changé d'avis en moins de 2 ans. Vous étiez engagé dans la vie américaine et démocratique, puis 2 ans après, vous êtes devenu communiste. Donc, la présomption devient que vous avez en fait menti sous serment et vous êtes passible de dénaturalisation. Donc, je ne sais pas si cela a été testé devant un tribunal, et si oui, à quel point cela a été fait de manière rigoureuse. J'étais la dernière fois que cela a été fait. Mais en quelque sorte, cette idée que le serment ne devrait pas être une simple formalité, il ne devrait pas être juste un moyen de. Pour que votre famille prenne quelques photos, cela devrait avoir un sens. Et nous pouvons examiner si vous êtes réellement engagé envers le mode de vie américain avant de vous intégrer à la société américaine. Je pense qu'il y a des mesures à prendre sans aller jusqu'à l'interdiction ou la criminalisation, surtout pour les non-citoyens américains. Il y a certains comportements que vous devez tolérer chez vos propres enfants parce que ce sont vos enfants, vous êtes en quelque sorte coincé avec eux, mais cela ne veut pas dire que vous devez les tolérer chez les autres. Ou inviter plus d'enfants mal élevés chez vous, n'est-ce pas? S'ils se comportent vraiment mal, tu vois. Les États-Unis et les autres pays devraient vraiment réfléchir à qui ils laissent entrer. Qui sont ces personnes? Cela n'a rien à voir avec la race, l'ethnie ou la religion, mais avec les valeurs et attitudes. Est-ce que ces personnes sont vraiment prêtes à s'intégrer? Sont-elles prêtes à réellement adopter le mode de vie américain, britannique ou autre? Êtes-vous prêt à faire partie de l'expérience américaine qui continue sans prôner la violence? Très bien, comme je l'ai dit plus tôt, mais je le répète, j'apprécie énormément votre temps et vos éclairages. J'espère pouvoir vous revoir. Merci. Merci de m'avoir invité. C'était amusant, encore plus que ce à quoi je m'attendais, et je m'attendais à beaucoup de plaisir. Eh bien, il faudra que cela se reproduise bientôt. Je vais donc conclure. Pour les téléspectateurs de l'émission, je pense que cette émission sera diffusée avant Noël. Donc, pour ceux qui vont célébrer Noël, j'espère qu'ils passeront de joyeuses fêtes et qu'ils entreront dans la nouvelle année en douceur. Et nous nous reverrons la semaine prochaine.